Chers amis internautes, chers camarades, je suis très heureux de vous retrouver pour la 6e fournée de... Il faut le savoir, hein. L'émission des citations et des incitations à la lecture. Alors, pour cet épisode, on va se concentrer sur Alexis Carrel, auteur méconnu du jeune public, mais que certains d'entre vous ont certainement lu, en tout cas je l'espère, L'homme c'est inconnu ou Le voyage à Lourdes. Donc j'ai compilé un petit florilège de 175 pages qui condense les meilleurs passages, les meilleures citations du grand Alexis Carrel. Donc dans ce petit florilège, vous retrouverez L'homme c'est inconnu, bien sûr, La prière, Le voyage à Lourdes, les fragments de journal, les méditations, bien sûr la réflexion sur la conduite de la vie, indispensable, et Jour après jour, qui est son journal de bord. Donc avant de commencer, on va faire un petit rappel biographique que j'ai tiré du numéro 45 de Réfléchir et agir, écrit par Daniel Lesquin. Auguste Carrel Billiard. Voici le véritable nom d'Alexis Carrel, qui est né le 28 juin 1873 à Sainte-Foy-les-Lyons. À 17 ans, le choix d'une carrière s'impose. Carrel décide de s'inscrire à la faculté de médecine de Lyon. Il prépare les concours successifs des hôpitaux et est reçu externe à l'hôpital de la Croix-Rousse en octobre 1893, donc à 20 ans. Ses études sont interrompues par une longue période de service militaire. Carrel est envoyé comme médecin auxiliaire dans une unité de chasseurs alpins. Démobilisé, il regagne Lyon et reprend ses études. Il est nommé interne en 1896, donc à 23 ans, et se consacre à la médecine opératoire, tout particulièrement aux sutures vasculaires. Il passe brillamment une thèse de doctorat sur le goitre cancéreux, puis travaille quelques mois dans un dispensaire réservé aux accidentés du travail, entre 1901 et 1902. Tout semble lui réussir. En réalité, l'homme, qui a déjà atteint la trentaine, étouffe dans un milieu professionnel et provincial qu'il juge archaïque et sclérosé. Le 15 mai 1904, il quitte la France pour l'Amérique. Il voyage à travers tout le Canada, met le cap au sud et parcourt les États-Unis d'ouest en est. Alors qu'il séjourne à Chicago en novembre 1904, il reçoit une proposition d'emploi de l'Université de l'Illinois. Non seulement Carrel ne quittera pas l'univers de la médecine, mais il intégrera moins de 2 ans plus tard le Rockefeller Institute, où il travaillera près de 3 décennies entières jusqu'à sa retraite en 1939. 1912 sera l'année de la consécration. Il se voit remettre le prix Nobel de médecine en reconnaissance de ses travaux sur la suture vasculaire et la transplantation d'organes et de cellules sanguines. Il orientera ensuite ses recherches vers la culture de tissus. Dès cette époque, Carrel manifeste un intérêt pour la sociologie et la politique. Il s'affirme proche des petites gens tout en dénonçant le socialisme et l'égalitarisme. Mais ce sont les questions religieuses qui semblent alors le préoccuper le plus. Dès 1903, les guérisons de Lourdes l'avaient ébranlé. À partir de 1915, il développe avec le chimiste Henri Dakin une méthode de désinfection des plaies et de traitement des brûlures. Cette méthode, qui sauvera la vie de nombreux blessés, incite le généralissime Pétain à visiter l'hôpital et vaudra à Carrel, en 1917, la Légion d'honneur. Les crises des années 1929-1930 aux États-Unis poussent Carrel à s'interroger toujours davantage sur l'avenir des sociétés occidentales. Plusieurs de ses amis le pressent d'écrire un livre qui répondrait à l'ensemble des grands problèmes humains, scientifiques, politiques et sociaux. Il en accepte le principe et se met au travail. En 1935 paraîtra « L'homme, c'est inconnu ». La diffusion du livre allait dépasser toutes les prévisions. Carrel était devenu un maître pour des milliers d'hommes de par le monde. Il n'en avait pas délaissé pour autant son laboratoire, poursuivant ses travaux sur le cœur artificiel, avec l'aide entre autres de l'aviateur Charles Lindbergh, qui avait dessiné la pompe permettant la circulation extracorporelle.
C'est à Paris que Carrel apprend l'invasion de la Pologne par la Wehrmacht le 1er septembre 1939. Le 3, les Français et les Britanniques déclarent la guerre à l'Allemagne. Carrel, alors âgé de 66 ans, veut servir sa patrie. Mais certains cherchent à éconduire ce qu'ils nomment l'Américain. Son aristocratisme, sa condamnation de la franc-maçonnerie, ses critiques du marxisme comme du libéralisme sont autant de raisons pour le tenir à l'écart. Lorsque cesse brutalement la drôle de guerre, Carrel obtient enfin l'autorisation de monter un hôpital mobile. Au début d'août 1944, il est victime d'une crise cardiaque. Le 21 du même mois, il était suspendu de ses fonctions de régent de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains. Le choc psychologique est suivi d'un effondrement physique. Une nouvelle défaillance cardiaque rappelle les médecins à son chevet. En vain, il meurt le 5 novembre 1944 à 5h15 du matin. Dernier tollé, où le ridicule le dispute à l'odieux, en 1996, à la suite de pétitions lancées par des mouvements d'extrême gauche, la faculté de médecine de l'université Lyon 1 Alexis Carrel fut débaptisée. Mais qu'importe la haine, les esprits libres ne retiendront de Carrel que ses facultés claires et profondes, sa curiosité dévorante, son génie et son honnêteté absolue. On reste en Picardie avec cette polémique à Compiègne autour de la rue Alexis Carrel. Alexis Carrel, un proche de Pétain, est connu pour avoir développé des thèses sur l'eugénisme. Et comme la rue qui porte son nom longe un ancien camp de concentration, plusieurs associations voudraient l'avoir débaptisé. Mais la mairie n'est pas de cet avis. Reportage Nicolas Luizet et Loïc Lemoigne. Ce monument le rappelle, 53 000 personnes ont transité par Compiègne vers les camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Un lieu de recueillement bordé par une rue au nom controversé, Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912. Éminent scientifique qui choisira de rejoindre le gouvernement de Vichy, un théoricien extrémiste dont se réclame aujourd'hui le Front National. Partisan de l'eugénisme, Carrel rêvait d'une société sélective, une société qui éliminerait les déficients afin de générer des individus meilleurs. Le propos développé, c'est qu'il faut assainir, qu'il faut créer une aristocratie biologique et que dans ce sens, tout ce qui est ballast, fardeau pour la société, doit être éliminé. À Compiègne, un mémorial doit être érigé dans ce camp à 2 pas de la rue Carrel. Les défenseurs des droits de l'homme refusent une telle association. Bien entendu qu'ici, c'est encore beaucoup plus percutant dans la mesure où on veut créer un mémorial de la déportation. Et on ne peut pas créer un mémorial de la déportation et garder la rue Alexis Carrel. À plusieurs reprises, les écologistes ont demandé le changement de nom de la rue Alexis Carrel. Aujourd'hui, au moment où vous, monsieur le maire, vous dénoncez les extrêmes, les élus écologistes vous proposent de passer aux actes en renommant cette rue de Saint-Étienne. Lors de la commission des hommages publics du 21 octobre 2020, parfois on pose des questions, Olivier Longeon vous a proposé de débaptiser la rue Alexis Carrel et lui a été opposé un refus. Le 8 avril 2021, le groupe Le Temps de l'écologie vous a réitéré cette demande, par écrit. Certes, il fut un grand scientifique français, nobelisé même, mais l'histoire retient surtout son adhésion au Parti populaire français, le PPF, faction fasciste, et sa présence dans l'entourage du maréchal Pétain en 1941. Alexis Carrel fut aussi un grand partisan de l'eugénisme. Auteur entre autres de L'homme c'est inconnu, il a tenu des propos honteux qui ne sont pas dignes d'être honorés. Je cite, « On pourrait faire comprendre aux jeunes gens à quel malheur ils s'exposent en se mariant à des familles où il existe la syphilis, le cancer, la tuberculose, le nervosisme ou la faiblesse d'esprit. » Il a été jusqu'à prôner l'élimination de certains êtres humains dans la quête d'une race parfaite, ce qui est très loin des valeurs républicaines que vous défendez dans vos tribunes. Le 10 octobre dernier, dans une tribune que vous avez écrite, monsieur le maire, dans le journal du dimanche, vous appeliez votre propre parti à rejeter Éric Zemmour pour sa tentative d'apologie du régime de Vichy. Aujourd'hui, Saint-Étienne est une des dernières grandes villes à conserver une rue au nom d'Alexis Carrel. Nantes a débaptisé son boulevard Alexis Carrel en 1993, Tours en 1996, Paris en 2003, Lyon en 2006.
Garder une rue à son nom est dégradant et inopportun pour une métropole comme la nôtre et contraire aux politiques d'inclusion. Ce n'est pas valorisant pour les Stéphanoises et les Stéphanois qui y vivent et une dangereuse référence pour les adultes de demain. Le groupe écologiste réitère donc sa demande de renommer la rue Alexis Carrel tout en prenant en compte les contraintes liées à ce changement de nom pour les riveraines et les riverains. Il y a suffisamment de belles personnes dignes de l'honneur de notre ville. Nous reformulons donc notre question. Quand allez-vous rebaptiser cette rue ? Donc vous l'aurez compris, Alexis Carrel, c'est du lourd, comme disent les jeunes. C'est de la nitroglycérine morale. C'est des mandales de réalisme dans la gueule du gauchiste bobo écolo woke, dont d'ailleurs parle très bien Boussion dans l'immaturité permanente. Je vous ai donc préparé un petit florilège. Accrochez-vous. Comment donc échapper à l'influence délétère du monde actuel ? En observant une règle analogue à celle que s'imposaient les philosophes stoïciens ou les premiers chrétiens. Se grouper avec ceux qui ont la même idéal que soi et se soumettre à une stricte discipline. Par exemple, renoncer à écouter les mensonges de la radio, ne parcourir dans les journaux que les nouvelles qu'il est utile de savoir, lire seulement les articles et les livres des auteurs connus pour leur honnêteté et leurs compétences, s'instruire des techniques modernes de propagande afin de pouvoir s'en défendre, enfin, être résolument non conformiste. Il est impossible d'accepter les modes de vie et de pensée qui se sont propagés dans les villes, jusque dans les plus lointaines campagnes, sans être annihilés spirituellement. Afin de nous engager dans la voie montante, nous devons d'abord abandonner les coutumes et les vices qui paralysent l'essor de l'esprit. Le 29 août 1929, il écrit dans son journal « Il faut adapter les hommes au milieu que la science est en train de créer. Jamais l'humanité n'a assisté à une pareille révolution. Les progrès de la médecine préventive ont supprimé la sélection naturelle. Tous les déchets survivent et les faibles reproduisent leur espèce aussi bien que les forts. L'application des principes démocratiques ne fait rien pour le développement des forts et s'applique surtout à la propagation des masses, c'est-à-dire des faibles. Le mode d'alimentation a aussi changé. On a substitué des produits manufacturés et épurés aux produits naturels. Ces changements de vie diminuent la résistance des races civilisées. Il n'est pas sûr que le mode d'alimentation préconisé par les hygiénistes et basé sur l'alimentation des souris n'ait pas amené un affaiblissement de la résistance et de l'intelligence, ainsi que l'instabilité nerveuse des civilisés. Alexis Carrel est un sage, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Il faut donc l'écouter comme tel. Il n'y a ni grandeur, ni beauté, ni sainteté sans le sacrifice. Pour accomplir leur destinée, beaucoup ont dû renoncer au confort, au loisir, à la fortune, ou même à la vie. Notre ère a commencé sous le signe du sacrifice. Mais le sacrifice n'est pas une vertu réservée aux héros et aux saints. Il doit être pratiqué par tous, car il est une nécessité spécifique de la vie humaine. Cette nécessité est apparue quand la liberté s'est substituée chez nos ancêtres à l'automatisme de l'instinct. Chaque fois que l'homme s'est servi de toute sa liberté, il enfreint les lois naturelles et il a été durement puni. Le succès de la vie demande le sacrifice. C'est en renonçant à une partie de sa liberté que l'homme peut se conformer à l'ordre des choses. Le 28 février 1938, donc à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il écrit encore dans son journal « Beaucoup de gens ont été éduqués au-delà de leur intelligence. On a donné le pouvoir de penser, de parler, d'écrire à des gens qui n'ont à exprimer que les infirmités de leur esprit. Les esprits faux, les imbéciles, les sentimentaux, ont le pouvoir de diriger les autres, parce qu'on donne à tous, sans choix, le pouvoir de s'exprimer. L'immense désordre actuel est dû à une crise de l'intelligence, aussi bien qu'à une crise morale.
et les hommes recherchent l'homme qui imposera le silence au chant des sirènes et empêchera le naufrage du navire. Le recours au dictateur est la réaction des peuples qui veulent continuer à vivre. Pour lui, c'est un crime d'engendrer une lignée de malades, d'alcooliques, de bandits et d'idiots. Je me demande d'ailleurs s'il n'était pas finalement involontairement l'intellectuel le plus anti-J qui existât de ce monde. Alors, Carrel, fasciste ? En tout cas, il n'était pas démocrate, comme le confirme cette petite citation pleine de bon sens. Une autre erreur, due à la confusion des concepts d'être humain et d'individu, est l'égalité démocratique. Ce dogme est en train de s'effondrer sous les coups de boutoir de l'expérience des nations. Il est donc inutile d'insister sur sa fausseté. Mais son succès a été étonnamment long. Comment l'humanité a-t-il pu accepter une telle foi pendant tant d'années ? Le credo démocratique ne tient pas compte de la constitution de notre corps et de notre conscience. Il ne s'applique pas au fait concret qu'est l'individu. En effet, les êtres humains sont égaux, mais les individus ne le sont pas. L'égalité de leurs droits est une illusion. Le faible d'esprit et l'homme de génie ne doivent pas être égaux devant la loi. Le stupide, l'inintelligent, celui qui est dispersé, incapable d'attention, d'effort, n'a pas droit à une éducation supérieure. Il est absurde de leur donner le même pouvoir électoral qu'aux individus pleinement développés. Les sexes ne sont pas égaux. Ne pas tenir compte de toutes ces inégalités est très dangereux. Le principe démocratique a contribué à l'effondrement de la civilisation en s'opposant au développement d'une élite. Il est évident qu'au contraire, les inégalités individuelles doivent être respectées. Notre prix Nobel 1912 n'appréciait guère le monde moderne, son mode de vie et son nouvel homme, cet homme du confort et du capital, que combattaient également les fascistes. Voyez plutôt. Dès leur naissance, les enfants sont placés dans les conditions qui mettent au repos leur activité adaptative. On les garde constamment dans des chambres à températures égales. Pendant l'hiver, on les habille comme de petits esquimaux. Ils sont gavés de nourriture, dorment autant qu'ils veulent, n'ont aucune responsabilité, ne font jamais d'efforts intellectuels ou moraux, apprennent seulement ce qui les amuse et ne surmontent aucune difficulté. Le résultat est connu. Ils deviennent des êtres aimables, généralement beaux, souvent forts, se fatiguant facilement, dépourvus d'acuité intellectuelle, de sens moral et de résistance nerveuse. Pour la petite anecdote, je vous rappelle que ces écrits ont bientôt 100 ans. La plupart des hommes civilisés ne manifestent qu'une forme rudimentaire de conscience. Ils sont capables du travail facile qui, dans la société moderne, assure la survie de l'individu. Ils produisent, ils consomment, ils satisfont leurs petits appétits physiologiques. Ils prennent également plaisir à assister en grande foule aux spectacles sportifs, à contempler les films cinématographiques grossiers et puérils, à se mouvoir rapidement sans effort, ou à regarder un objet qui se meut rapidement. Ils sont mous, émotifs, lâches, lascifs et violents. Ils n'ont ni sens moral, ni sens éthique, ni sens religieux. Il écrit également « La plupart des gens sont incapables d'un contact intime avec eux-mêmes, avec d'autres esprits ou avec n'importe quelle chose. Ils sont les victimes de leur éducation et de leur habitude de vie. Ils n'ont pas eu, en général, d'autres formations intellectuelles que celle du certificat d'études ou du baccalauréat. Dans l'artificialité de l'usine, du bureau et du café, ils n'ont jamais regardé face à face le concret. Ils ignorent la beauté de la neige vierge, la solitude de la montagne, la joie célébrée par le peuple des oiseaux, le silence du midi sur les blés immobilisés, l'angoisse de la maladie dans la ferme isolée. Ils sont incapables d'observer exactement ce qui se passe en eux et autour d'eux. »
Son constat est sans appel. En ce moment, nous vivons dans un monde hostile à la vie. Aux yeux de nos contemporains, il est ridicule de dire la vérité, d'être fidèle à la parole donnée, de travailler honnêtement, de ne pas trahir les autres. Les instituteurs et les professeurs ne réalisent pas que le sens de l'honneur et le sens moral sont beaucoup plus importants que le succès des examens et des concours. Leurs élèves font preuve de la même incompréhension. Tout individu qui croit à l'existence du bien et du mal est qualifié de niais. De même, quiconque déclare que jalouser les autres est une coutume répréhensible, que le désordre de la famille et de l'école est un signe de dégénérescence, que les Français se caractérisent aujourd'hui par l'égoïsme, la grossièreté et l'envie, est considéré comme un mauvais citoyen. La femme, qui fait complètement son métier de femme, sera ridiculisée par celle dont la préoccupation unique est de s'amuser, de fumer des cigarettes, de faire du sport, de danser, de satisfaire les désirs sexuels sans avoir d'enfants, ou bien d'imiter les hommes et d'embrasser les mêmes carrières qu'eux. En somme, de ne pas se conformer à l'ordre imposé par la structure de leur corps et de leur esprit. Quant à ceux assez hardis pour penser que la jeunesse doit être, non pas désordonnée et veule, mais disciplinée et héroïque, on les traite d'ennemis de la démocratie. De toute sa force, la société moderne s'oppose à l'ascension de l'esprit. Voici une dernière citation du chapitre que j'ai appelé « Révolte contre le monde moderne », en référence, évidemment, au grand Julius Evola. Les hommes ne se rendent nullement compte de la signification des événements qui bouleversent la civilisation. Pendant que le monde s'écroule autour d'eux et en eux, ils songent surtout à obtenir des aliments, du vin et du tabac. Ils sont enfermés en eux-mêmes comme des convicts dans un pénitencier, et leurs chances d'évasion sont bien minimes. Cependant, il existe surtout parmi les individus plus âgés, d'autres types plus alertes, plus ouverts, plus instruits. En particulier ceux qui entrevoient la vérité, qui distinguent le bien du mal, mais qui ne se décident ni pour l'un ni pour l'autre. Comme les anges, ni fidèles ni rebelles à Dieu, rencontrés par Dante dans le premier cercle dans l'enfer, ils restent neutres. À la vérité, ils sont des atrophiés moraux. Ils font aussi partie de la classe des sous-hommes. Ces individus sont incapables de se conduire de façon rationnelle. Ils n'ont pas assez d'intelligence et de courage pour se soumettre aux lois de la vie. On peut dire que ces citations sont un bon complément au livre de Thomas Boussion sur l'immaturité permanente, avec 100 ans d'avance. Bon, moi je dis qu'il a été éliminé de Lyon, qu'il n'a pas été jugé à son juste niveau à Lyon. Il est parti, j'ai participé à une biographie d'Alexis Carrel, il est parti au Canada, parce qu'il envisageait éventuellement de s'impliquer dans la vente de forêts, de bois, etc. Non mais c'est vrai. Et il est allé à Montréal, il est passé devant un grand hôpital, il est rentré, c'est comme ça que les choses sont parties. Il est allé à Chicago, puis de Chicago à New York, à l'Institut Rockefeller, dont il est devenu le président. Mais il a tout fait. Ce qui était fait à Lyon a été relancé, multiplié par ce qu'il a fait aux États-Unis. Très bien. Alexis Carrel était médecin, et un grand médecin. Ici, avec les citations qui vont suivre, Carrel va nous éclairer quant aux impacts de ce monde moderne sur notre santé en général, et l'immunité en particulier. Écoutez le maître. Les habitants de la cité nouvelle n'ont pas à souffrir des changements de la température atmosphérique. Le confort des maisons, les appareils modernes de chauffage et de réfrigération, l'excellence des vêtements, les automobiles fermées et chauffées, nous protègent de façon parfaite contre les intempéries. Pendant l'hiver, nous ne subissons plus les alternatives du froid prolongé et de réchauffement brutal devant le feu des cheminées et des poêles auxquels nos ancêtres étaient exposés.
Notre organisme n'a plus à mettre en branle les enchaînements des processus physiologiques qui augmentaient l'activité des échanges et modifiaient la circulation du corps tout entier. L'homme, mal protégé par des vêtements insuffisants, qui conserve sa température interne à l'aide d'un exercice violent, fait fonctionner tous ses systèmes organiques de façon puissante. Au contraire, celui qui combat le froid par des fourrures et des habits imperméables au vent, par l'appareil de chauffage d'une voiture bien close, ou en s'enfermant dans une chambre à températures égales, maintient ces systèmes dans un état d'inactivité. Chez beaucoup de gens, la peau n'est jamais fouettée par le vent. Elle n'a jamais à se défendre contre la pluie, l'humidité, ni contre l'ardeur du soleil, pendant de longues heures de fatigue. Chez eux donc, les mécanismes chargés de régler la température du sang et des humeurs restent toujours au repos. Ils sont privés d'un exercice qui peut être indispensable à leur complet développement et à celui de l'individu. Oui, tout cela semble d'une logique implacable. Et la question, c'est, est-ce que les jeunes apprennent tout ça en école de médecine ? Je ne crois pas. L'homme atteint son plus haut développement quand il est exposé aux intempéries, quand il est privé de sommeil et qu'il dort longuement, quand sa nourriture est tantôt abondante, tantôt rare, quand il conquiert par un effort son abri et ses aliments. Il faut aussi qu'il exerce ses muscles, qu'il se fatigue, qu'il se repose, qu'il combatte et qu'il souffre, que parfois il soit heureux, qu'il aime et qu'il haïsse, que sa volonté alternativement se tende et se relâche, qu'il lutte contre ses semblables ou contre lui-même. Voici quelques saintes paroles auxquelles je suis sûr que mon ami Thierry Casasnovas acquiescerait. L'acte naturel de grimper sur les arbres ou les rochers fait fonctionner tous les systèmes régulateurs de la composition du plasma sanguin, de la circulation et de la respiration. Le séjour à une haute altitude détermine l'activité des organes chargés de la fabrication des globules rouges et de l'hémoglobine. La course prolongée déclenche des phénomènes grâce auxquels s'élimine l'énorme quantité d'acide produit par les muscles et déversé dans le sang. La soif vide les tissus de leur eau, le jeûne mobilise les protéines et les matières grasses des organes. Par le passage de la chaleur au froid et du froid à la chaleur, on fait agir les mécanismes si étendus qui règlent la température de l'organisme. Il y a beaucoup d'autres façons de stimuler les processus d'adaptation. Leur mise en jeu perfectionne le corps entier. Elle rend tous les appareils intégrateurs plus forts, plus souples, plus prêts à remplir leurs fonctions. Toujours pour faire un clin d'œil à Thierry, voici un petit mot sur le jeûne. Dans la vie primitive, les hommes étaient souvent soumis à des périodes de jeûne. Quand la disette ne les y obligeait pas, ils se soumettaient à cette épreuve de façon volontaire. Toutes les religions ont insisté sur la nécessité du jeûne. La privation de nourriture produit d'abord la sensation de faim, parfois une certaine stimulation nerveuse, et plus tard un sentiment de faiblesse. Mais elle détermine aussi des phénomènes cachés qui sont bien plus importants. Le sucre du foie se mobilise, et aussi la graisse des dépôts sous-cutanés et les protéines des muscles, des glandes, des cellules hépatiques. Tous les organes sacrifient leur propre substance pour maintenir l'intégrité du milieu intérieur et du cœur. Le jeûne nettoie et transforme nos tissus. Carrel avait une telle prescience, une telle notion extraordinaire qui est véritablement géniale, que lui, il avait prévu 40 ou 50 ans à l'avance ce que nous sommes incapables à l'heure actuelle de prévoir. Et lui voyait un homme nouveau sortir de la guerre, c'est ça. Petit à petit, l'influence pernicieuse de ces idées s'est répandue dans son esprit et il est allé à un niveau qui était devenu franchement inacceptable. On s'est beaucoup excité là-dessus, mais à mon avis, à tort, parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, dans les années 1900, la tendance eugéniste était très présente, et pas seulement chez lui, mais chez beaucoup d'intellectuels et de savants. Il nous reste à aborder le thème de l'eugénisme. Certains diraient que Carrel n'aurait jamais été mis au pilori sans cette facette de sa personnalité.
Mais c'est comme l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Il faut prendre les pamphlets avec. On prend un homme dans sa totalité. Voici donc, pour terminer cette émission, quelques passages sur le thème de l'eugénisme. À vous, auditeurs de R, qui avez su vaincre l'immaturité permanente moderne, de vous faire un avis éclairé sur le sujet. Je cite. « Un choix doit être fait parmi la multitude des êtres humains civilisés. Nous avons mentionné que la sélection naturelle n'a pas joué son rôle depuis longtemps, que beaucoup d'individus inférieurs ont été conservés grâce aux efforts de l'hygiène et de la médecine. Mais nous ne pouvons pas empêcher la reproduction des faibles lorsqu'ils ne sont ni fous ni criminels. On ne peut pas non plus détruire les enfants malades ou déficients, comme on le fait pour les chétifs d'une portée de chiots. Le seul moyen d'éviter la prédominance désastreuse des faibles est de développer les forts. Nos efforts pour rendre normaux les inaptes sont manifestement inutiles. Nous devrions donc nous efforcer de promouvoir la croissance optimale des personnes aptes. En rendant les forts encore plus forts, nous pourrions aider efficacement les faibles, car le troupeau profite toujours des idées et des inventions de l'élite. Au lieu de niveler les inégalités organiques et mentales, nous devrions les amplifier et construire des hommes plus grands. Il écrit également que l'eugénisme peut exercer une grande influence sur le destin des races civilisées. Bien entendu, la reproduction des êtres humains ne peut être réglementée comme celle des animaux. Il faut néanmoins empêcher la propagation des aliénés et des faibles d'esprit. Un examen médical devrait peut-être être imposé aux personnes sur le point de se marier, comme pour l'admission dans l'armée ou dans la marine, ou pour les employés des hôtels, des hôpitaux ou des grands magasins. Il semble que l'eugénisme, pour être utile, devrait être volontaire. Par une éducation appropriée, chacun pourrait se rendre compte de la misère qui attend ceux qui se marient dans des familles contaminées par la syphilis, le cancer, la tuberculose, la folie ou la faiblesse d'esprit. De telles familles devraient être considérées par les jeunes gens comme au moins aussi indésirables que celles qui sont pauvres. En vérité, elles sont plus dangereuses que les gangsters et les assassins. Voilà, chers camarades, j'espère ne pas avoir été trop long et ennuyeux, et que je vous ai fait découvrir quelques citations de cet homme de génie, ce penseur français à redécouvrir qui a été mis au banc de la société et abandonné aux oubliettes par la bien-pensance, la conscience universelle, la morale universelle chère à Maurice Bardèche. Donc vous trouverez dans ce bouquin tous les thèmes abordés ici, plus la prière lourde et évidemment la différence des sexes. Et n'oubliez pas, il faut faire l'effort de lire. Il n'y a rien d'autre que la lecture. Et d'ailleurs, même si je le fais en ce moment, la contemplation passive d'une vidéo ne remplace pas l'acte de pensée de la lecture. Et l'effondrement de la lecture est une des clés aussi aujourd'hui de l'effondrement de la pensée occidentale. Et tout ça, à cause de quoi? De la prolifération des écrans. Voilà. Il faut le savoir.